Bonjour et bienvenue dans ce carnet de guerre consacré à un retour sur une partie avec une aberration. À l'origine, je voulais faire un rapport de bataille, mais suite à la partie et aux réflexions qu'on a eues, c'est plus utile selon moi de faire un retour sur partie pour expliquer les points de vue, pour expliquer divers points qu'on a eu dans la game, plutôt que de faire un rapport de bataille qui est... Je pense qu'il n'aurait pas été extrêmement intéressant, il aurait été un peu ennuyeux. Du coup, je préfère faire un retour sur une partie plutôt que de faire un vrai rapport de bataille. C'est également, on va pas se mentir, une économie de temps pour moi, parce que faire un rapport de bataille ennuyeux en utilisant plein d'After Effects et plein d'effets spéciaux, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Je trouve que c'est une perte de temps pour à peu près tout le monde. Donc, je préfère faire ceci en vous expliquant les divers points qu'on a abordés, ce qui nous a plu, déplu, poser des questions, etc. Au niveau de la partie... C'était une découverte totale pour les deux joueurs qui jouaient les briscards. Moi, j'avais fait une partie solo avec l'aberration la veille pour avoir un peu les mécaniques en main et réussir à ne pas passer 3 heures dans le livre de règles. Donc, nous avons fait une partie basée sur une aberration niveau 2 avec quelques anomalies. C'était très similaire à ce que TGCM a réalisé également. Donc, c'est une aberration niveau 2... 2 anomalies, des sortilèges. On est monté à 700 points. Mes deux adversaires ont, quant à eux, eu 700 points pour faire des bandes. Si je me souviens bien, la bande Kintor a fait 328 points et la bande Tuléenne a fait pour arriver à 700 points. De mon côté, j'avais donc 2 anomalies. J'ai pas les profils de l'anomalie 2 qui sortira normalement fin juin. Et puis mon aberration avait des sortilèges. Comme une aberration a accès à tous les sortilèges de son arcane, même ceux réservés à d'autres briscards, je m'étais fait plaisir. J'avais pris des sortilèges de Scorpion, d'Asiatis, Sumac. J'avais un pool de sortilèges très intéressant et mes adversaires ont eu assez peur de ça, vous allez voir durant la suite. Du côté de mes adversaires, au niveau des Kintor, on avait Valdez, Vasco et El Sabio. Mon adversaire Kintor ne voulait pas jouer de canon parce qu'on a vu que c'était très fort et puis blabla, et puis au final on avait envie de tester autre chose que ce qu'on savait qui était déjà fort. Et mon adversaire tuléen a sorti 3 chasseurs, un trappeur et Harvick avec le poisson. Elle a sorti 3 chasseurs parce qu'elle m'a quand même demandé un peu conseil. Et après avoir testé la veille l'aberration niveau 1 en mode solo, je me suis rendu compte que les tirs étaient très efficaces pour éviter de se prendre des tatanes en retour. Ce qui va être vous allez voir que ça a passablement bien fonctionné quand même durant la partie. Donc c'est toujours un briscard qui commence la partie. Le scénario, c'est simplement bourrer l'adversaire, tout bêtement. J'aime pas ces scénarios. Je trouve que c'est... Pour un jeu comme Briscard, c'est du gâchis. Il y a tellement d'autres choses mieux à faire. Mais bon, là c'est les scénarios de base, on teste, il faut bourrer l'aberration. Ben voilà, il faut bourrer l'aberration, on bourre l'aberration. Et donc on commence par un petit chasseur tuléen. Ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus sur la table. Et ils avaient l'air d'être super motivés parce que durant toute la game, ils ont fait à peu près que des réussites critiques ou des échecs critiques. Donc soit il se passait rien du tout, soit j'en prenais plein la tronche. Alors autant vous dire que ça a sérieusement piqué. De même que, aussi désagréable que ça puisse paraître pour moi, j'ai, je crois, pas réussi une seule défense de toute la partie. J'ai vraiment eu très peu de chance au dé au niveau de mes défenses. Ce qui a peut-être aussi un peu joué. Mais c'était en tout cas assez fou au niveau des jets de dés, ma foi. C'est un jeu AD, donc voilà. Donc mon adversaire a commencé avec un tuléen. On a volontairement décidé, enfin j'ai volontairement décidé, parce que c'est moi qui organisais la partie, que toute la zone de l'anguille, donc la taverne sur ma table, est une zone où l'aberration ne peut pas aller. Ça leur permettait à eux, si jamais ils avaient des pépins ou ils avaient besoin de temporiser, de se cacher. Moi, j'avais quand même la possibilité, grâce aux capacités,
de les atteindre avec des éclats de roc, des jets de pierre, des coups de boule, des machins. Donc il y avait quand même moyen de les atteindre, mais en attendant, ils avaient quand même la possibilité de se cacher là. Et je trouve que c'est des parties qui sont beaucoup plus intéressantes plutôt qu'une table toute plate où il n'y a aucun intérêt en fait. Briscard permet de faire du 3D et des obstructions. Il faut profiter de ça, sinon, une fois de plus, je trouve que c'est un petit peu du gâchis. Donc voilà, bon, la première activation, ça a été un archer, il a fait une réussite critique sur une de mes têtes. De façon très générale, mes adversaires ont appliqué une règle très simple, on se focalise sur une partie, on la zigouille avant de passer à la suivante. Et je pense que c'est une bonne technique. Ils ont eu très peur de mes sortilèges, du coup ils se sont focalisés d'abord sur les têtes, et ensuite ils sont partis sur les bras, sur les jambes, enfin... à la fin de la partie, il me restait une jambe et le corps, donc voilà, ils ont appliqué vraiment assez correctement leur stratégie, et je pense que c'est une bonne idée, à moins d'avoir des attaques de zone, mais on reviendra là-dessus à la fin sur le débrief. Donc bon, on a activé l'aberration, ensuite un briscard, l'aberration, un briscard, l'aberration, un briscard, l'aberration, un briscard. Tout ça, j'ai toujours essayé de jouer l'aberration, et en fait, j'ai joué mes anomalies uniquement au moment où je ratais le jet de réaction. Et j'aimerais revenir sur ce jet de réaction qui, pour moi, c'est la partie frustrante du jeu. C'est-à-dire que pour réussir à activer votre aberration au moment où vous choisissez de l'activer, vous devez faire ce fameux jet de réaction. Donc ce jet de réaction, c'est une difficulté égale à 7, moins le nombre de briscards qui se sont activés ce tour-ci. Donc comme les briscards commencent, la difficulté de la première activation de l'aberration, ce sera du 6. Ensuite du 5, ensuite du 4, ensuite du 3. Si vous réussissez votre jet de réaction, vous pouvez activer votre aberration ou jouer une capacité, enfin faire ce que vous avez envie de faire. Si vous ratez, votre aberration ne bouge pas. Si vous n'avez pas d'anomalie, vous passez votre tour. Et si vous avez une anomalie, vous pouvez jouer une anomalie à la place. Donc moi je n'ai joué mes anomalies que lorsque je ratais mes activations, parce que je n'avais pas d'intérêt à les jouer autrement. Et je les avais pris à la base pour ceci. Les anomalies, c'est les bouche-trous du truc pour moi. Donc du coup, j'ai activé mes anomalies uniquement quand je ratais les jets de réaction. Et ce qui est frustrant, c'est que dans cette bataille-là, ça allait, parce qu'il y avait pas mal de briscards qui sont quand même capables, enfin qui vont me donner des bonus à ce jet de réaction. Mais imaginons une liste composée en face, pour 700 points, de Tornit, Octoros, et un autre briscard qui vaut 150 points, j'en sais rien. J'ai un blanc, je sais plus quel est son nom. Bref, un autre imposant, il y a 3 figurines en face. Votre aberration, il y a des chances pour que elle ne joue qu'une fois sur 2. Et se ramasser des patates de Octoros et Tornit une fois sur 2 parce que le jet de réaction, il a foiré, c'est très très frustrant. Ce jet de réaction, il n'y a pas moyen de le modifier. J'aurais bien aimé, et peut-être que c'est une idée pour plus tard, alors je ne sais pas si TGCM m'écoutera ou pas, j'aurais apprécié de pouvoir compenser l'écart de points entre la réussite et le jet qu'on a fait sur le dé en utilisant par exemple des PA de tête. Ça permettrait de dire que l'aberration, elle réfléchit un minimum et du coup elle arrive quand même à s'activer, elle fait des efforts. Parce que une game peut complètement se jouer sur ce jet de réaction raté. Et on a fait 8 tours dans la partie. Sur les tours 6, 7, 8, mon aberration, elle n'a joué qu'une fois sur 2. Tout simplement parce que je ratais simplement mon jet de réaction et que mes anomalies s'étaient fait promptement dézinguer. Donc c'était un petit peu frustrant. Et voilà. Déjà, j'aimais pas le côté juste bourrin. Et en plus, si on m'empêche de jouer bourrin, j'avoue qu'à la fin de la partie, j'avais un sentiment de... Ouais, c'est pas de frustration. Insatisfaction. C'était très bien. On a bien apprécié. Mais moi, de mon côté, en jouant à l'aberration, il y avait un petit sentiment d'insatisfaction. Je vais appeler ça comme ça, mais voilà. C'était un petit peu enquiquinant. Je me sentais pas libre de faire forcément tout ce que je voulais, comme je le voulais. Et du coup, c'était un petit peu... Voilà. Mais à part ça, toute la game était très sympa. Donc... On a avancé, on a joué, j'ai un petit peu avancé. L'aberration, c'est quelque chose de très très lent et de très très compliqué pour la faire vraiment bouger vite. En tout cas, celle-ci, peut-être qu'il y aura des aberrations beaucoup plus rapides, je ne sais pas. Et au final, on s'est quand même tous retrouvés plus ou moins dans le corps à corps avec l'aberration,
engluée, parce que sortir d'un corps à corps avec l'aberration, c'est vraiment compliqué au niveau du désengagement. Elle commence quand même avec des stats qui sont colossales, voire aberrantes. Et pour sortir d'un corps à corps, je pense que la meilleure chose à faire, c'est d'attendre que l'aberration attaque et de réussir une esquive, ou alors de faire une feinte. Mais ça va quand même coûter des PA. L'aberration a quand même un socle qui est très très grand. Il y a une zone de contrôle qui est de 2 brasses autour de ce socle. Ça fait vraiment de la place sur la table. Donc petit à petit, tout le monde s'est agglutiné autour de l'aberration. Ils ont donné des coups de poing, des coups de pied, des coups d'armes. Moi, j'en ai profité pour utiliser mon bras de bois qui fait des dégâts de zone, ainsi que mon bras de pierre qui fait 2d10 dégâts plus 1, je crois. Vraiment, on a tapé. Et derrière, il y avait les archers qui canardaient avec les flèches. À la fin de la partie, il restait un archer. Il n'avait plus de flèches. Les archers tuléens ont 15 flèches de base. Il avait vidé tout son stock sur l'aberration en faisant un échec critique sur 2 et une réussite critique sur l'autre. Donc, ouais, c'était vraiment très très fort. La fin de la partie, ça s'est vraiment joué sur... où il me restait, comme je l'ai dit, une jambe et le corps. Le dernier chasseur, alors déjà il me restait la jambe de pierre, donc il faisait 1 point de dégâts parce qu'elle a une armure de 2, l'aberration n'étant pas soumise au saignement, il allait devoir faire 4000 attaques. Mais ensuite, bah moi au niveau des dégâts, les dégâts de coup de pied c'est 3 dégâts, donc j'aurais aussi pu y aller un moment. Donc j'ai fini avec un piétinement et un coup de pied, ça suffit pour tuer le dernier chasseur. Mais ça a été particulièrement long. Les 3 derniers tours, ça a été difficile parce que je ratais une fois sur 2 mon jet d'activation mon jet de réaction de l'aberration. Donc ce qui laissait le champ libre. Il restait à la fin Harvick et le chasseur. Du coup, ce qui faisait que je faisais ce que je pouvais, mais comme je ne pouvais rien activer, ils m'ont quand même maravé tout le reste de mes petits membres. Et puis à la fin, juste avant que Harvick meure, je crois qu'il me restait... Donc j'ai tué Harvick avec un coup de poing ou je ne sais plus quoi, puis après le chasseur a fait le reste du bout. Bref, ça a été un peu périlleux. L'aberration a finalement gagné. Mais ça a été vraiment long. Et ces 3 derniers tours ont été, je pense, assez... Enfin, pour moi, ça a été assez frustrant parce que je joue pas, j'encaisse des dégâts, je joue pas, j'encaisse des dégâts, il me reste juste les pieds, une jambe pour taper. Et voilà, donc déjà, c'était pas très intéressant de base. Et puis, du côté du chasseur, ma foi, c'était mal boutiqué parce qu'il me faisait 1 point de dégâts à chaque fois qu'il y avait une attaque qui passait. Donc, ça allait pas aller très très vite. On s'est demandé plusieurs fois, notamment au moment où tous les Kintors sont morts, si ça valait pas la peine d'arrêter la partie là. Puisque le joueur Kintor a passé 1 heure du temps à regarder le Tulien essayer de casser des bouts de l'aberration. On s'est demandé si ça valait pas la peine, mais on a quand même poursuivi jusqu'au bout. Alors, voilà, donc grosso modo, j'ai avancé un petit peu, on s'est agglutiné au corps à corps, on s'est mis des baffes, et finalement l'aberration plus solide a réussi à tuer les Kintors, a réussi à tuer Harvick, également le trappeur, les archers qui n'avaient plus de flèches, pour ensuite finir par piétiner le dernier Tulien qui restait sur la table de jeu. Voilà pourquoi j'en ai pas fait un rapport de bataille, parce que ce n'était pas particulièrement excitant. On a déduit un certain nombre de choses, notamment, déjà, on vise les jambes. Une aberration qui ne bouge pas, c'est une aberration qui ne sert à rien, puisque, à part utiliser quelques capacités, eh bien, le reste, ça va pas énormément aider. Certaines capacités se limitent à la zone de contrôle. Du coup, s'il y a quelqu'un dedans, c'est bien, mais s'il y a personne, parce qu'ils prennent du recul, ça ne sert à rien. Il y a des capacités qui permettent de régénérer des membres de bois. Ça peut être utile si, par exemple, vous n'avez plus de jambes, vous faites quand même repop la jambe de bois. Il peut quand même être utile pour vous déplacer. Mais après, voilà, il y a plusieurs stratégies. Donc il y a ça, viser les jambes. Il y a aussi le fait de jouer sur ce fameux jet de réaction, où je trouve embêtant que ce soit pardon, aussi catégorique que je joue pas. J'aurais aimé avoir l'idée peut-être des points, des PA sur la tête pour permettre l'activation de l'aberration, même en forçant un petit peu quand même, mais ça aurait pu permettre justement
de jouer peut-être de manière un peu différente. Et puis après, toutes les attaques de zone. Alors, l'artillerie, on sait que c'est très fort. Il y a moyen de diminuer les effets. Mais par exemple, je parlais d'Octorus et de Torny, ils ont des attaques de zone. Ça va toucher toutes les parties de l'aberration. Très honnêtement, une partie à 700 points avec une aberration niveau 2. Octorus Tornite. L'aberration, elle fait 2 tours. Au maximum. Et il y a des chances pour qu'elle ne s'active jamais. Le premier jet, ce sera sur du 6. Le deuxième jet de réaction, ce sera sur du 5. Pour moi, à ce niveau-là, je vois pas du tout l'intérêt de faire une partie comme ça. C'est complètement hors propos pour moi de faire une partie où il y aurait une aberration Octorus Tornite, point barre. On me présente ça, je sais pas, je vais faire du macramé, mais c'est pas du tout intéressant. Parce que, bah justement, avec les attaques de zone, il va falloir défendre avec toutes les parties. Si jamais ça passe, les parties vont prendre cher. Et c'est quand même 2 gros bourrins qui font vraiment énormément de dégâts. Alors oui, c'est un peu extrême dans la façon d'envisager la partie. Mais ça reste, à mon avis, une stratégie viable de minimiser, contrairement à une partie classique de briscard, de minimiser les activations pour que les jets de réaction ne soient pas simples. Moi, il m'est arrivé sur cette partie-là de rater un jet de réaction sur 2+. J'ai fait 1, j'ai pas pu m'activer du tout, parce que j'avais plus d'anomalies qui se sont fait dézinguer. Et alors, ça fait partie du jeu, mais on ressent quand même une certaine frustration à ce niveau-là. On est quand même là pour s'amuser et pas se frustrer parce que les dés ont décidé autrement. Mais j'aurais pu passer plusieurs tours à ne rien faire. Peut-être équiper l'aberration d'un gris-gris, je ne sais pas si c'est très possible de l'équiper de gris-gris. Mais voilà, ça peut être un petit peu embêtant. On a quand même passé une très très bonne après-midi à faire cette partie-là. On s'est quand même amusé, on a découvert plein de choses. Je pense que le système des aberrations, c'est clairement un add-on au jeu. Ça ne va pas devenir le mode principal du jeu. Ça ne rajoutera pas... on ne peut pas utiliser les aberrations en partie classique. Arrêtez. Tous ceux qui ont cette idée-là en tête, c'est bon, vous remballez cette idée, vous la mettez dans un placard, vous y foutez le feu et tout va bien se passer. On n'utilisera pas d'aberration dans une partie classique. On pourra utiliser des anomalies. Là, je n'avais que des anomalies niveau 1 de symbiose. On sait grâce à Manu qu'il y aura une anomalie niveau 2. Enfin, pas niveau 2, une anomalie 2 de symbiose. Ça peut être assez intéressant. Surtout qu'elle n'aura normalement pas le même fonctionnement que l'anomalie niveau 1. Donc peut-être des combos à créer, peut-être des combos à voir. Une fois de plus, c'était une partie découverte avec le matériel de base qu'on nous a proposé. Il y a des choses qui sont très bien. Il y a des choses qui sont très intéressantes. J'ai vraiment hâte d'avoir la suite parce qu'il y a un petit texte au début du bouquin sur les aberrations qui nous vend un petit peu du rêve. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a vendu du rêve parce que ça parle de golem mécanique, de dragons des forêts, de kraken et tout le Bataclan. Alors, les prochaines aberrations, ça va être quelque chose de... Enfin, j'ai très très hâte d'avoir les prochaines aberrations. Mais c'est vrai que pour cette aberration-ci, le fait de viser les jambes pour l'immobiliser, c'est une bonne technique. Et de manière très générale, limiter les activations et utiliser des dégâts de zone, je pense que il y a une autre liste qui me fait très très peur et qui du coup me brain fart puissamment. C'est si vous avez une liste genre le canon Kinter, le canon Sundar et des canons Mahawk. Je vois pas l'intérêt de jouer une liste pareille. Enfin, je vois pas l'intérêt de jouer Aberration si vous décidez de sortir une liste pareille, ça me paraît complètement nul. Donc, voilà. Il y a des listes, clairement, qui sont à ban si vous décidez de jouer une après-midi avec une Aberration, parce que ça n'a aucun intérêt. Voilà, pour moi, c'est pas viable pour du plaisir et du fun. Si... on va vraiment piocher dans les faiblesses des aberrations qui en ont quand même, qui ont quand même des faiblesses assez conséquentes. Je pense que voilà. Bon, après, il faut savoir pourquoi vous jouez, mais la liste très très gros tasson, très peu d'activation, et la liste full artillerie, à mon avis, ces deux listes-là, vous pouvez les sortir parce que sinon
ça ne servira pas à grand chose. Alors ce serait quand même intéressant de tester une fois pour vraiment vérifier la théorie, mais à part ça, voilà, juste une fois comme on dit. Quoi d'autre à dire sur les aberrations? J'avais tout un tas de trucs en tête. Oui, alors il y a une petite information dans le livre des aberrations. Donc j'ai dit que les aberrations étaient très très lentes, notamment celle-ci, parce que dans le livre, il y a à la page des mouvements, donc je crois que c'est la page 10, une information qui dit les aberrations ne peuvent pas avoir de bonus ou de malus en mouvement, et un peu plus loin dans le bouquin, on nous apprend qu'on peut lancer le sort célérité sur l'aberration et que ça coûte le sort par jambe, etc. etc. Alors, en fait, j'ai appris ça aujourd'hui. Donc, il y a une ligne qui a sauté sur la page 10. C'est l'aberration ne peut pas avoir de bonus ou de malus de mouvement excepté par elle-même. C'est-à-dire qu'elle peut se lancer le sort de célérité. Ça marchera, pardon. Et par contre, si vous lui faites une gelure, ça ne marchera pas. À moins qu'elle décide elle-même de se geler le pied, mais je doute. Donc, si elle lance elle-même le sort, ça passe. Sinon, elle subit pas de malus. Et du coup, je n'avais pas joué célérité, ce qui m'avait fait... Sur toute la partie, je crois que j'ai fait 8 brasses de mouvement, grand maximum. Je m'étais pas mis le sort célérité parce que, comme je savais pas sur quel pied danser à ce moment-là, je voulais éviter les situations un peu conflictuelles et problématiques. Donc, j'ai très peu avancé. Mais c'est vrai que si elle peut lancer le sort et que le bonus s'applique, eh ben, ça change pas mal de choses et les mouvements seront plus importants et peut-être, je dis bien peut-être, aurons-nous la possibilité d'avoir quelque chose de plus dynamique au niveau du mouvement. Je crois que c'est un peu tout ce que j'avais à dire pour le retour, en tout cas sur cette partie-là. Alors, une fois de plus, je le répète, on a fait une partie en mode découverte, enfin en mode réel, mais on a fait une partie découverte. Mes adversaires ne connaissaient pas l'aberration avant. De leur brainstorming qui a suivi la partie, leur liste n'était peut-être pas adaptée. Pour moi, leur liste était adaptée, à savoir qu'il y avait des gros qui font des dégâts et des tireurs. Je pense que les tireurs sont vraiment très intéressants parce qu'ils ne vont pas se retrouver avec des baffes en retour au niveau de l'aberration. De même que certains tireurs qui ont des armes... des tirs de feu pour faire des dégâts sur les parties de bois. Je pense que ça peut vraiment être intéressant. Il y a moyen, je pense, d'avoir des listes qui sont très 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 intéressantes à jouer. Et pas no brain, comme j'ai parlé avant. Donc c'était vraiment une partie découverte. On essayait des stratégies. Je pense que je vais me plancher. Et j'espère que la communauté va faire de même. Sur des scénarios autres que simplement je bourre. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire qui sont beaucoup plus intéressantes que simplement taper comme des ânes sur cette pauvre aberration. Enfin, en même temps, elle fera la même chose de son côté, donc pourquoi pas. Mais je pense qu'on peut vraiment trouver quelque chose de mieux à faire que simplement bourrer. Et ça va peut-être redonner... ça va peut-être donner une autre perspective du jeu avec les aberrations. Peut-être un peu moins violente et un peu plus stratégique, parce que là c'est vrai que bah voilà, on a fait la découverte en bourrant, c'est souvent ce qui arrive. Je pense que je vais refaire 2-3 parties avec l'aberration. Si on a une intéressante dans les quelques parties qu'on fera ces prochains jours, peut-être faire un rapport de bataille, parce que ça peut valoir la peine. Mais en tout cas, on a pris du plaisir à jouer. Mes adversaires ont bien aimé avoir le côté gros boss, vraiment pièce mastoc, viens, il faut... Enfin, la version un peu MMO d'un raid dans Briscard. Moi, de mon côté, j'ai déjà dit que j'avais ce sentiment un peu d'insatisfaction, surtout parce que la réaction, c'est tout ou rien, et que la bourrance, ben, c'est pas mon truc. Donc, certains à qui ça plaira de bourrer, je pense que vous trouverez clairement de quoi faire avec les aberrations. Mais sinon, on a passé une très très agréable partie. Je pense que ça a vraiment du potentiel. Mais ce potentiel-là, il va falloir le développer. Et j'espère que la communauté et TGCM... Bon, TGCM, ils y ont sans doute déjà pensé. Mais j'espère que la communauté va mettre la main à la pâte pour nous pondre des scénarios, pour nous pondre des idées, tout ce qu'il faut pour que ça ait une saveur... tout aussi excellente que ce que Briscard a proposé jusqu'à maintenant. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à les partager. Vous pouvez également poser vos questions, donc que ce soit sur le forum de Briscard, sous cette vidéo, sur le Facebook de Briscard. N'hésitez pas à partager vos idées, vos questions, vos remarques. Et d'ici à la prochaine vidéo, eh bien, que les dés soient avec vous.